Je vais vous montrer quelques chiffres le temps que les derniers arrivent. Alors, on va commencer par les maths, c'est petit coef, hein, donc ils ne perdront pas grand-chose ce soir. Parce qu'en fait, comme vous l'a dit Jean-François, Technologie regroupe un certain nombre de sociétés, dont Pierre Audouin, consultant, PAC, et que évidemment ceux qui connaissent cette société, vous savez qu'elle a l'habitude de fabriquer du chiffre, de mesurer les marchés dans tous les sens, et on s'est lancé dans l'exercice un peu complexe quand même de désarchiver quelques datas pour essayer d'avoir un peu de longitudinalité pour étudier cette population des mid-cap. Alors, on s'est intéressé, premier truc qu'on a fait, on a regardé les mid-cap il y a 10 ans. Qu'est-ce que c'était que les mid-cap d'il y a 10 ans? On a regardé à peu près une centaine de sociétés de 100 à 500 millions de chiffre d'affaires en 2009 et on a regardé ce qu'elles sont devenues, parce que je pense que c'est aussi intéressant de voir cette dynamique. Alors il y en a 40%, donc 40 à peu près, vous les avez bien sûr pas toutes sur l'écran, mais 40% qui existent toujours, et qui existent toujours en tant que telles. Alors il y a pu y avoir des rebrandings, des choses comme ça, mais en tout cas elles ont plutôt été force d'attraction parfois d'autres sociétés avec du M&A, mais elles opèrent toujours comme étant le cœur dominant des groupes souvent ou des sociétés qu'elles ont formées. Et puis 60% ont été rachetés et donc souvent encore opérationnels au sein de groupes encore plus gros. Mais vous voyez qu'il y a encore des noms qui existent aujourd'hui, et puis on l'aurait peut-être pas pensé comme ça, mais c'est vrai que Bull, par exemple, était une mid-cap au sens de ces 100-500 millions il y a une dizaine d'années. Il y a bien sûr des sociétés qui ont cru encore plus vite que les autres et ont une force d'aimantation encore plus importante. Alors parmi ces sociétés, il y en a deux qui aujourd'hui ont franchi le milliard d'euros de chiffre d'affaires. Econocom et GFI, et tout à l'heure Vincent Roex nous donnera un peu des éléments de cette histoire à titre d'inspiration pour ceux qui veulent en faire de même. Donc ça, c'est un petit peu sur l'évolution de ces sociétés sur une dizaine d'années. Alors évidemment, aujourd'hui, bon, les 10 ans, c'est un peu l'historique, c'est très sympathique, mais ce qui nous intéresse, c'est un peu plus les dynamiques de croissance de ces sociétés, telles qu'on peut les regarder aujourd'hui. Donc on va faire un bond dans le temps et essayer de comprendre ou avoir quelques insights sur la façon ou les raisons pour lesquelles ces sociétés croissent. Alors je vous avais prévu que c'était prévenu que c'était une épreuve de maths, donc vous avez un graphique en 2 dimensions. L'axe vertical donne le taux de croissance entre 2017 et 2016. On n'a pas encore tous les chiffres de croissance pour 2018, donc on s'est contenté de ça, mais je pense que les leçons se déploient et se déclinent très bien sur ce qu'on voit plus récemment. Donc alors on a fait un exercice extrêmement rationnel qu'on appelle le dessin de la patatoïde pour former quelques groupes de sociétés selon leur taux de croissance. Alors le premier truc, c'est que vous voyez que la moyenne qui est ce trait vert, je ne sais pas si vous voyez, est à 11%. Alors c'est très élevé parce que la croissance organique sur cette période-là, telle qu'on l'a mesurée nous chez PAC, était de 4,6. Mais c'était de la croissance organique. Là, on a plein d'effets. On a des effets d'acquisition, on a aussi des effets pour certaines sociétés qui déclarent un chiffre d'affaires à un niveau groupe, aussi l'apport de l'international. Donc 4,6, c'était la croissance moyenne en France. Mais si on prend ces 19 ESN françaises qui nous servent d'échantillon, on est déjà sur un rythme de croissance extrêmement supérieur. Alors, évidemment, ça fait partie des facteurs que je viens de vous expliquer. L'internationalisation, le niveau d'internationalisation semble effectivement être un gage de croissance additionnelle pour ces sociétés. Et si on sépare à peu près les deux patatoïdes qu'on a dessinés, on voit qu'il y a un effet cliquet, c'est-à-dire quand les sociétés commencent à faire 20-25% de leur chiffre d'affaires à l'international, il y a quelque chose qui se passe. La plupart ont un taux de croissance supérieur à, je dirais, le reste de cette population.
Si on s'intéresse aux différents types d'activités, le conseil et l'intégration sont évidemment, alors il n'y a pas de surprise, hein, mais il s'agit de les regarder un petit peu en dynamique, sont évidemment des facteurs de croissance. Et vous voyez que il faut tangenter les 80% de conseils d'intégration dans l'activité pour avoir à coup sûr une croissance supérieure à celle des petits copains. Donc c'est un effet assez massif, mais on voit des sociétés qui ont des taux élevés de conseils d'intégration qui ne sont pas finalement non plus à des croissances particulièrement exceptionnelles. Donc il y a quand même une variété dans la performance de ce point de vue-là. Dernier coup d'œil sur ces patatoïdes, en parlant de, on appelait ça les hot topics. Alors à force d'être hot, ils vont devenir tièdes et habituels, mais si on regarde ce que font les gens en Digital Customer Experience, IoT, Big Data Analytics, sécurité et Cloud, donc tous les sujets qui ont porté les ESN au cours des dernières années, on s'est intéressé à la part de ces activités dans le chiffre d'affaires total de ces sociétés, et ce que dit ce graphique, c'est qu'il y a une espèce de césure à 30-40%, donc quand on est à 30-40%, évidemment, on croit plus fortement, mais c'est aussi intéressant, on en parlera peut-être avec les financiers tout à l'heure, que quand on est en dessous de ce seuil-là, tout le monde dit, effectivement, nous on fait de l'IoT, on fait du digital, on fait de l'IA. C'est pas pour autant que quand on est en dessous de 40%, on a un niveau de performance extrêmement variable d'une société à l'autre. Donc on voit bien que l'effet commence à porter à partir de ces seuils-là. Alors la croissance, c'est une chose, la rentabilité en est une autre. Donc là, on a comparé, là sur un panel de 12 ESN mid-cap, l'évolution de la rentabilité opérationnelle, alors comparé aux Big 3. Alors les Big 3, c'est qui? C'est 3 ESN françaises de plus de 4,5 milliards de chiffre d'affaires. Donc voilà, je crois que tu les as nommés tout à l'heure, Jean-François, donc je ne peux même pas organiser un jeu concours. Capgemini, Atos, Sopra. On voit que le chemin de rentabilité de ces sociétés est à peu près est parallèle. Une petite inversion en 2013, mais on voit qu'il y a aujourd'hui une course, ou en tout cas une amélioration de performance qui concerne l'intégralité des marchés, et les mid-cap comme les aînés ou les plus grosses sociétés. Et puis dernier slide, pour finaliser un petit peu ce portrait. Alors c'est quelque chose sur lequel nous on n'a pas de données, mais alors vous allez le trouver peut-être un peu ça cavalier, mais comme j'ai vu que tous les patrons qui avaient été nommés manager de l'année dans les classements de Glassdoor s'en faisaient un peu les choux gras et beaucoup de communiqués de presse, etc. On s'est dit pourquoi pas, hein, si à la limite regardons ça. Et on a regardé, alors ça vaut ce que ça vaut, c'est au moins utile à titre de question qu'on peut se poser. On a regardé évidemment le différentiel de notation, d'appréciation des gens entre les Big 3 et les mid-cap. Donc on voit que les mid-cap, en tout cas sur ce classement, ont un petit avantage qui évidemment renvoie à plein de questions qu'on a déjà traitées ici à plusieurs reprises sur différents sujets, les ESN, les sociétés de conseil, etc., qui est effectivement le point crucial de la marque employeur, de la capacité à faire de la rétention et à recruter et à attirer les bons talents. Là aussi, il semble que les mid-cap, et on peut aussi comprendre pourquoi, puisque c'est aussi des environnements peut-être où la proximité, y compris du dirigeant, est quelque chose qui peut se jouer de manière beaucoup plus tangible et concrète. Et on voit qu'il y aurait un petit avantage au mid-cap, mais je renvoie plutôt ce point à la discussion plutôt qu'à une démonstration parfaite vu la source qu'on a mobilisée. Voilà, c'est un petit clin d'œil que je vous adresse et peut-être une orientation des sujets. Donc voilà les quelques chiffres que je voulais vous donner. Frédéric, j'ai été plus rapide que prévu, mais peut-être que je te reprendrai au moins 2 des 5 minutes avec nos amis financiers tout à l'heure. Et je vous laisse maintenant vous installer pour la première table ronde avec Frédéric Simotel et un premier échantillon, si j'ose parler ainsi, de patrons de sociétés dites mid-cap au sens de cette soirée.